Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à commencer par remercier l'URIOPS qui a bien voulu accueillir nos étudiantes en stage. Et puis aussi le GESAD qui a ouvert ses portes pour qu'on puisse réaliser ce travail. Et puis je tiens à remercier tous les deux pour l'accompagnement tout au long de cette année. Et puis un remerciement chaleureux à Elodie qui était présente à tout moment. Je remercie aussi l'IRTS qui a bien voulu nous accueillir ce matin. Je suis heureuse que cette journée de restitution ait lieu. D'un côté, cette journée souligne la fin de l'étude réalisée par nos étudiantes du Master Intervention et Développement social sur la construction de liens parents-enfants en protection de l'enfance. Et d'un autre côté, c'est peut-être, et je l'espère, le début des collaborations encore plus solides et proches entre l'université et les institutions de la protection de l'enfance. Le lien parent-enfant peut donner l'impression, dans un premier temps, d'être un tout petit sujet. De mon point de vue, et puis on vient d'en parler aussi, derrière ce lien se trouvent des grands enjeux de notre société et beaucoup d'interrogations. Donc c'est pour cela que ma présentation qui précède celle d'Eva Chantraine, qui va vraiment être sur l'enquête et vous donner des éléments de cette étude, vise à rappeler certaines logiques et enjeux que sous-tendent deux institutions qui vont nous concerner aujourd'hui de près, donc la famille et l'État. Nous verrons que les questions qui seront débattues ce matin et nourriront les thématiques de la matinée sont étroitement liées aux transformations de notre société. Pourquoi ce rappel ? Je pense que lorsqu'on comprend les logiques dans lesquelles nous construisons de façon générale notre vie et plus particulièrement nos pratiques professionnelles, nous sommes au plus à même de comprendre ce que nous vivons et ainsi de faire des choix et de prendre des décisions. Ma présentation sera organisée en deux grandes parties qui font écho entre elles avec des sous-parties. La première partie concerne les transformations de notre société, qu'on finit par transformer la famille et le rôle joué par l'État social. Nous verrons toujours dans cette partie comment ces transformations vont être répercutées dans la protection de l'enfance. Et dans une deuxième partie, plus courte, je vous inviterai à réfléchir avec moi sur les moyens de travailler autrement afin d'éviter certains écueils liés aux transformations actuelles. Donc si on commence par les familles, j'ai envie de commencer par une citation du sociologue Claude Martin. Donc, il dit la chose suivante: la famille est un lieu de réalisation individuelle et personnelle, une des principales conditions du bonheur. Et en même temps, elle serait la source de tous les maux, AUX, quand elle n'y réussit pas. Ce n'est pas pour rien que les nombreuses transformations qui touchent l'institution familiale sont relatées par une vaste littérature qui essaye d'analyser et de la cerner. Certains auteurs, donc je cite encore Claude Martin, vont expliquer ces transformations par les mutations de notre société en termes de conditions de travail et d'emploi, féminisation, flexibilisation, précarisation, et les réformes de l'État social qui ont transformé la condition parentale et le regard porté sur les parents. D'autres auteurs, comme le sociologue Jean-Hugues Deschaux, vont mettre l'accent sur les nouvelles façons de faire famille. Pluralisme des pratiques familiales, des manières d'être et de vivre en famille. L'auteur parlera d'une famille démocratisée qui conquiert la liberté d'expérimenter d'autres modèles.
Il souligne la longue liste de parentalité mono, pluri, homo, grand, beau. Que cela soit dû aux mutations structurelles de notre société ou à des formes de démocratisation des familles, l'enfant de la famille contemporaine doit être protégé de toutes les incertitudes qui l'entourent, qu'elles soient liées à des nouvelles configurations familiales, vues comme plus précaires, ou aux libertés et désirs des parents, vus comme plus individuels. Pourquoi l'enfant doit être protégé? Plusieurs raisons se croisent et viennent expliquer, mais cela montre avant tout le rôle central qu'il a acquis aujourd'hui, sacralisé, comme dit la sociologue Viviane Zelizer. Une littérature abondante met en avant cet enfant désiré, objet de toutes les attentions, et surtout son rôle central dans la production de la famille et de la société. Pour le sociologue Gérard Néiran, si aujourd'hui ce n'est plus le mariage, mais la venue de l'enfant qui fait famille, cela confère à l'enfant une centralité d'autant plus grande qu'il se fait plus rare qu'autrefois, qu'il demeure plus longtemps chez les parents et que l'attachement affectif qu'il engendre n'a jamais été aussi élevé. Valeur inestimable pour les familles, selon Viviane Zelizer, qui n'est plus comptée en termes de valeur marchande, comme cela a pu être le cas auparavant, mais qui est toutefois porteuse de valeurs symboliques très fortes. C'est ainsi que progressivement, la protection de l'enfant est devenue un souci public. Ça n'a pas toujours été le cas. La société actuelle oscillerait ainsi entre neutralité et intervention, la neutralité permettant plus de choix en matière conjugale, l'intervention visant à protéger ses membres et surtout l'enfant lorsqu'il est présent. Angoisse et inquiétude qui expliqueraient le recours de plus en plus systématique aux experts. Pour les familles en général, mais surtout pour celles considérées les moins pourvues de ressources pour répondre à cette demande de protection. Donc une intervention qui s'intéresse le plus souvent aux questions concernant l'individu et ses problèmes d'ordre psychologique, relationnel, parfois par faute de moyens d'agir sur le contexte dans lequel vivent ces personnes, par habitude aussi, parce qu'on dispose des outils pour le faire. Donc en termes de formation, très centré parfois sur les aspects psychologiques et aussi parfois par manque de connaissance des dispositifs. Delphine Serre, sociologue, parle de la psychologisation de l'intervention. Gérard Néiran rappelle que cette psychologisation des discours sociaux, soutenue par l'idée que le lien parent-enfant n'est pas un instant, mais une construction, conduit à une valorisation sans précédent de la relation parentale en tant qu'elle est éducative, et à la surresponsabilisation des parents, et plus encore de la mère, assignée à la place d'éducatrice privilégiée. Nous y reviendrons. Je passe sur les transformations de l'État social. À partir de la moitié des années 70, la société française va vivre plusieurs évolutions structurelles. Celles qui vont nous intéresser ici concernent la forte dégradation du marché de l'emploi. On parlera du chômage de masse. On verra l'apparition du chômage de longue durée et une transformation des formes d'emploi. On parlera de précarisation de l'emploi, temps partiel, CDD, stage, intérim. Il sera question aussi d'un affaiblissement des appartenances collectives qui constituent la société salariale. En parallèle à ces changements, on verra les transformations de l'institution familiale dont nous venons de parler, augmentation du nombre de divorces, diminution des mariages, et avec cela la fragilisation des familles
surtout celles monoparentales et les plus pauvres. Ces transformations structurelles, surtout celles du marché du travail, vont mettre en question les protections acquises quelques décennies auparavant. La réduction des dépenses publiques et les choix politiques qui sont pris à partir des années 80 vont transformer la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Depuis une quarantaine d'années, l'État n'arrive plus à assumer toutes les responsabilités qu'il estimait auparavant pouvoir porter durant la période des prospérités économiques et des générosités sociales qui avait vu naître le volet État-providence. Derrière ces transformations, il y a donc l'idée d'un État-providence d'après-guerre qui avait été trop généreux dans les questions sociales et il fallait, et puis il faut, c'est toujours d'actualité, sortir d'un système de protection sociale qui était vu comme une trappe à l'inactivité. C'est ainsi que, d'après la sociologue Florence Weber, ce qu'elle appelle les groupes primaires, je reviendrai, et les relations interpersonnelles prennent la place d'une protection sociale défaillante. Ce que le sociologue Robert Castel appellera la protection rapprochée, tout en constatant son ancienneté et ses insuffisances. Parmi les groupes primaires, plutôt que les groupes professionnels ou résidentiels, ce sont les solidarités familiales qui sont apparues comme une alternative désirable à la solidarité nationale. Donc, en résumé, d'un côté, on retrouve des nouvelles façons de faire famille qui inquiètent les pouvoirs publics en ce qui concerne l'enfant et surtout les enfants des familles les plus vulnérables. D'un autre côté, on demande de plus en plus aux familles de remplacer l'État dans la protection des siens. Qu'est-ce que ça donne? Donc, au croisement de ces transformations majeures, on voit la naissance d'une notion qui incarne ces changements. Est-ce que quelqu'un a une piste? Donc, c'est celle de parentalité. Donc, le succès de cette notion est la preuve de l'importance octroyée à l'enfant en tant que vecteur de la reproduction familiale et sociale et l'importance allouée aux parents dans la réussite de leur enfant, rappelant leurs devoirs envers lui et dictant les normes à respecter à son encontre. On voit ainsi que l'enfant est de plus en plus considéré comme le résultat du travail parental, un travail relevant davantage de la responsabilité des seuls pères et mères que de la communauté élargie, d'où l'importance croissante de l'idée des compétences. La qualité du travail parental serait ainsi déterminante pour le bien-être de l'enfant et plus largement pour le bien-être de la société. La réussite ou l'échec de l'enfant est ainsi étroitement lié à la réussite ou l'échec des parents. Ce travail parental serait ainsi conçu comme une véritable compétence appelant le regard et la supervision d'experts. Et dans ce cas, l'absence de compétence est considérée comme un risque, un danger, une menace. Quel problème cela pose ? Le problème est que les solidarités familiales ne sont pas toujours fiables. Donc Isabelle Van Pevenage, sociologue, interroge par exemple sur la crainte d'une surévaluation des capacités des familles, la possibilité de leur démission en cas de surcharge, l'accroissement éventuel des inégalités sociales ou encore l'implication inégale des hommes et des femmes dans le soutien aux proches. Un autre problème, et cela nous concerne davantage, tient au fait que certains individus sont plus que d'autres exposés
à des risques résultant de ces transformations et que les parents ont des ressources inégales pour répondre aux exigences de prise en charge des siens. La famille reste pour certains un espace nécessaire, sinon contraint de solidarité, une instance qui remplit une fonction de protection pour les membres qui la composent, mais elle le fait à proportion précisément des ressources dont elle dispose. Et c'est parce que ces ressources sont inégales que les risques familiaux, comme autant de risques sociaux, vont exiger l'intervention croissante d'un État social qui doit trouver des solutions sans déroger ses priorités. L'État développe et pousse au développement de réponses pour compenser les incapacités ou épauler les faiblesses et les vulnérabilités de certains citoyens, au premier rang desquels on retrouve les mères, notamment celles appartenant aux classes populaires. Et puis on voit des dispositifs qui sont créés et des mesures qui sont aujourd'hui discutées qui vont dans ce sens, conjuguant une demande de prise en charge parentale suivie d'une forme de désengagement financier de la part de l'État ou des collectivités territoriales, tout en associant divers partenaires dans l'accompagnement des parents. J'attire votre attention sur le fait que ces dispositifs ne visent pas uniquement une réduction des coûts, mais ils sont perçus aussi parfois comme étant de nouvelles pratiques intéressantes à expérimenter. D'où l'ambiguïté à les accepter ou à les rejeter quand on a le choix. Nous pouvons nous arrêter sur 2 exemples. Le premier concerne les dispositifs dits de placement à domicile, sur lesquels Eva reviendra tout à l'heure, où on essaye de mener un travail avec la famille sans l'éloignement des parents et enfants. Éloignement physique. Dispositif certes plus économique, qui est celui de placement en MEX ou en famille d'accueil, et aussi non sans intérêt lorsqu'il s'agit du maintien des liens entre parents et enfants au quotidien. Même si, comme on verra avec Eva, il n'est pas toujours simple pour des professionnels de travailler avec l'enfant lorsqu'il est éloigné d'eux, pas des parents, mais d'eux, professionnels, et reste au sein de la famille. Deuxième exemple tient au débat très actuel concernant les éventuelles facilitations autour de l'adoption des enfants protégés. La question est complexe et elle ne concerne pas directement les études présentées aujourd'hui, mais ces débats illustrent bien la conjugaison des logiques financières à celle de la prise en charge familiale, même si dans ce cas, ce serait à des nouvelles familles de reprendre en charge l'enfant. Encore une fois, la logique financière n'est pas le seul avantage. Nous pouvons voir les revendications de certains jeunes qui vont dans ce sens, dans une recherche de stabilisation plus rapide de leur parcours par l'adoption. Je fais juste une petite parenthèse pour illustrer un peu en vous donnant quelques données. L'enquête ELAP réalisée entre 2013 et 2014, donc pour la première vague, auprès d'un échantillon représentatif des jeunes majeurs de 7 départements, dans le Nord et le Pas-de-Calais, donc montre que la prise en charge des jeunes est souvent étendue, c'est-à-dire les jeunes protégés arrivent à tous les âges de la minorité, mais seulement un quart en sortent avant l'âge de 17 ans. Certains font certes des allers-retours entre placement et famille, mais à 17 ans, 75% de la cohorte était toujours placée. Cela montre que pour une majorité des enfants, le placement est long, en moyenne 8 ans, à l'aide sociale à l'enfance. Donc cette étude montre aussi que souvent l'entourage familial est affaibli. Donc 38% n'ont plus aucun contact avec les mères,
entre 17 et 20 ans et 59% pour les pères, même si on peut souligner la présence d'autres membres de la famille ou d'un petit ami, d'une petite amie. On voit aussi chez ces enfants, sur ces jeunes, une mobilité importante. Très peu de jeunes ne connaissent qu'un seul lieu de placement. À 17 ans, 30% ont connu un lieu, 30% 2 lieux et 20% 3 lieux. Un jeune sur 5 de 17 ans a déjà connu au moins 4 lieux de placement. Ces deux exemples soulignent la complexité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, entre d'un côté une logique gestionnaire et financière et d'un l'autre côté les questions autour de l'intérêt des familles. Les temps de réflexion comme celui-ci et d'autres sont importants pour qu'on essaye de réfléchir ensemble sur l'acceptation ou la résistance de certaines directives, mais aussi à leur application. Comment éviter une généralisation éventuelle du placement à domicile, en sachant qu'il peut convenir à certaines familles, certes, mais pas à toutes, et comment rendre plus facile l'adoption d'un enfant sans oublier que parfois le temps long est nécessaire pour certains parents, et en même temps, lorsqu'on voit les statistiques, on comprend l'envie de ces jeunes de se poser plus rapidement. À partir de tout cela, je vais revenir sur quelques réflexions issues d'une recherche réalisée à partir d'une enquête ethnographique sur la construction des liens que j'ai menée entre 2009 et 2016 auprès de familles vivant dans une situation de grande pauvreté et suivies par une mesure d'action éducative en milieu ouvert. J'ai rencontré 15 familles et réalisé plus de 50 entretiens et diverses observations. Donc, si cela peut vous intéresser, il y a 2 articles qui viennent de sortir. Donc, un qui s'intitule « Les non-parents », donc dans la revue Ethnologie française. Il y a un qui sort là au mois de juillet, qui s'intitule « Devenir une bonne mère », une trajectoire balisée par l'intervention sociale dans la revue de politique sociale et familiale. Donc, comment intervenir auprès des familles ? Donc, ce sont quelques réflexions de thématiques à discuter avec vous. Comme nous avons vu tout à l'heure, les familles les plus vulnérables sont suivies de près par divers experts professionnels de la famille, dont certains d'entre vous en font partie. Comme nous l'avons vu, tout pousse aujourd'hui, et le succès de la notion de parentalité est la preuve, à concentrer l'intervention sur le seul parent et le plus souvent sur les mères. L'intervention sociale se concentrant sur les rôles éducatifs des parents revient à considérer les parents et les mères en premier lieu comme les seuls responsables de l'éducation, de l'affection et de la protection de l'enfant. En sachant que la plupart des familles prises en charge dans le cadre de la protection de l'enfance ont peu de ressources à leur disposition pour assumer toutes ces responsabilités, comment alors essayer de voir les familles autrement afin de les sortir d'une sorte de surresponsabilisation? Donc je vous donne 3 pistes de réflexion. La première concerne à donner aux familles une configuration, à placer les familles, dans une configuration à plusieurs partenaires. Les parents ne sont pas les seuls responsables de la construction de son enfant, de leur enfant. Un exemple personnel, tout bête. Je suis d'origine brésilienne, je parle portugais avec mes enfants. Mais ils me répondent en français. Donc je ne suis pas la seule interlocutrice de mes enfants et la seule responsable de ce qu'ils vont devenir. Heureusement. Diverses institutions sont autour de l'enfant et elles sont aussi responsables de son devenir. La crèche, la PMI,
l'école, le centre de loisirs, le club sportif, le club de sport, et j'en passe. Il est important que les acteurs, ces acteurs s'interrogent sur le pratique, ce qu'ils les font déjà, mais pas uniquement dans l'optique de toujours responsabiliser les parents, mais en réfléchissant en tant que partenaires de parents et de l'enfant, et à ce qu'ils doivent mettre en place pour que des collaborations soient possibles. Je pense à l'école, par exemple, avec lesquelles beaucoup de parents et d'enfants de classe populaire sont méfiants, ont peur, des parents qui n'osent pas franchir les portes. Je pense aussi à la collaboration entre l'école et les services, c'est un exemple, et les services d'éducation spécialisés, où parfois le double suivi, école CESAD par exemple, finit par porter préjudice aux enfants par manque d'organisation entre les deux institutions. Deuxième point, placer les familles dans une histoire. Donc tout ça pour essayer de décharger un peu les familles. Donc souvent, ces familles sont uniquement placées dans une histoire, on va dire dans leur propre histoire familiale. Conflits, violences, dépendance. Je parle de l'importance de placer ces familles dans une histoire sociale, qui les met quelque part dans l'échiquier de notre société. Combien de mes enquêtés étaient des fils ou des filles d'anciens mineurs, avec des souvenirs et des habitudes issues de ce milieu social. La plupart des familles que vous rencontrez appartiennent aux classes populaires et ont des façons de faire propres aux classes populaires. Ils ont appris une partie de la vie avec les siens. Et je pense à une famille, par exemple, où les enfants jouent au tiercé, très souvent, habitude transmise par la grand-mère. Le décalage qui peut exister entre leur façon de faire, les modes éducatifs des parents et celui des professionnels est souvent en lien aux différentes appartenances sociales. Les professionnels et les usagers, j'ai dit usagers, mais je sais que le terme est polémique, n'ont pas la plupart du temps les mêmes origines sociales. Pour Christophe Delay, sociologue, ces façons de faire différentes des familles appartenant aux classes populaires tiennent surtout à leur distance sociale de la culture légitime. Et cette différence est parfois vue comme inférieure, comme moins bonne. On peut penser par exemple aux formes de punition qui sont différentes d'un milieu à l'autre, aux heures de coucher des enfants, au rappel parfois insistant des professionnels pour que parents et enfants se parlent plus, échangent, discutent, façon d'apaiser et améliorer les relations. Il ne faut pas oublier que cette façon de gérer les problèmes appartient surtout aux classes moyennes, les grands bénéficiaires de ce qu'on peut appeler la culture psy. Il serait important de sensibiliser et former les professionnels pour qu'ils puissent voir les familles en les plaçant dans ce contexte particulier, d'habitudes et des besoins souvent différents de leurs. Leur donner des outils pour qu'ils arrivent à éviter ce qu'on appelle dans la sociologie l'éthnocentrisme de classe, qui veut dire regarder le monde de l'autre de ma propre place. Voir l'autre de sa place à lui n'est pas si simple, mais cela s'apprend. Il est évident que les professionnels ont besoin de repères. Où est la norme ? Que veut dire être un bon parent ou un mauvais parent ? Comment sortir de ces catégories souvent très normatives pour en construire d'autres ? Ces repères sont, à mon avis, à revoir et à construire. On trouve des référentiels d'évaluation de compétences parentales, par exemple, qui visent à aider les professionnels à faire la part des choses entre les bons parents et les mauvais parents, entre ceux qui répondent aux besoins de l'enfant et ceux qui n'en répondent pas, souvent construits à partir d'une norme légitime et centrée sur les individus,
je ne suis pas sûre que ces outils aident les professionnels à voir véritablement l'autre. Je pense qu'il y a bien des outils à construire et il serait bien que cette construction puisse être un produit de plusieurs professionnels, personnes concernées et chercheurs. Je suis prête à travailler avec vous. Lorsqu'on intervient auprès d'une famille, je pense qu'il est important de pouvoir se centrer sur l'essentiel, sans vouloir tout changer pour qu'elle rentre dans nos cases. Au risque de la famille se sentir envahie par l'autre et voir toute sa façon de faire et être mise en cause. L'idée, ils sont constamment dans la critique, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent désinquiéter. J'ai l'exemple d'une famille à qui on a estimé qu'une TISF pouvait aider. La maman, elle dit, je cite l'entretien, elle venait pour faire à manger. Mais les gosses, ils ne mangeaient pas quand elle faisait quelque chose, même pour faire à manger. Moi, je sais faire à manger. Les petites, elles mangeaient pas avec d'autres personnes. Elles étaient stressées, elles ont dit, c'est maman, c'est pas une autre. C'est pas une étrangère qui va faire à manger. Donc, l'importance de faire la part des choses, qu'est-ce que pose vraiment problème? Troisième point, placer les familles dans un contexte social. Nous ne disposons toujours pas, et malheureusement, des données qui nous permettent de connaître avec précision la situation des familles suivies dans le cadre de la protection de l'enfance. Mais nous savons, par observation, qu'elles sont nombreuses à vivre dans la pauvreté. Pauvreté vue ici comme un phénomène multidimensionnel et pas strictement monétaire, qui se reflète dans des mauvaises conditions de vie, de lieux d'habitation, de ressources du territoire, logement, mauvaises conditions de santé, accès à l'éducation, au savoir et aux possibilités de communication. La pauvreté renvoie aussi à une histoire de chance et des possibilités et surtout histoire des ressources économiques, sociales, culturelles. Dans certains cas, nous pouvons parler d'un habitus construit dans la pauvreté. Je n'ai pas le temps ici de vous raconter ce que la pauvreté fait à ces familles, mais une chose est sûre, elle maltraite enfants et parents. Regarder les familles dans un contexte donné permet de comprendre que certaines pratiques jugées déplacées sont des formes d'adaptation à leurs ressources et à leur quotidien. Les besoins de ces familles ne sont parfois pas des besoins prioritaires du point de vue des professionnels. On voit les désaccords quant à l'usage parfois de l'argent, l'envie d'acheter un animal, de nouveaux habits, des cigarettes. Et dans plusieurs occasions, ils racontent comment les professionnels n'étaient pas contents. Encore un chien. Bien plus souvent, ça sent pas très bon. Il serait important que les professionnels qui sont auprès des familles puissent être davantage plus attentifs au contexte social dans lequel elles vivent et puissent en prendre en compte, au moins une partie. Les soutiens à la recherche d'un logement adapté à la famille, l'accompagnement dans la recherche d'un emploi, les problèmes de santé sont autant de questions qui méritent d'être traitées au même titre que la dépendance à l'alcool ou à la drogue, la dépression, etc. Nora Damani, une des enquêtées que j'ai suivies, elle a été accompagnée pendant plus de 30 ans. On a réussi à la transformer en une bonne mère. Mais pendant ces 30 ans, presque rien n'a été fait pour sa vie professionnelle. À la fin de sa prise en charge, elle n'avait pas d'emploi et elle n'avait jamais eu. Et elle habitait toujours dans un logement insalubre. Pour ceux qui craindraient de stigmatiser ces familles en mettant en avant leur pauvreté, il ne faut pas oublier qu'une lecture individuelle qui pointe l'individu comme seul responsable de sa situation le stigmatise davantage. Regarder la réalité sociale dans laquelle vivent ces familles permet d'enlever de ces familles une responsabilité que de fait ne leur appartient pas en totalité. Ce regard n'est pas stigmatisant s'il n'est pas accompagné de sanctions,
mais d'un accompagnement qui permettrait aux familles de trouver des ressources pour améliorer leur situation sociale et économique. Une maison adaptée à la taille de la famille, une inscription territoriale pérenne leur permettant de construire des ressources en lien avec le territoire, des ressources pour qu'elles occupent mieux de leur santé, de leur vie, de leurs enfants. Une conclusion très rapide. Les familles, comme on a vu, portent sur leur dos la reproduction de la société. Pour certaines, ce poids est trop lourd. Regarder en dehors, autour, au-delà de la cellule familiale permet de voir toutes les ressources qui sont ailleurs et qu'on peut leur apporter. Ressourcées, elles pourront mieux en prendre en charge les siens. Regarder ailleurs permet aussi aux professionnels qui les accompagnent de mieux les comprendre et ainsi de leur apporter un meilleur soutien. Cela permet aussi de voir que vous n'êtes pas seul dans ce travail auprès des familles et que ce n'est pas à vous de tout transformer. Vous pouvez, je pense aussi, en pensant à cela, en regardant la famille ailleurs, vous sentir aussi plus léger. Merci. Merci Vanessa pour cette introduction qui est plus qu'une introduction mais qui pose déjà un certain nombre d'éléments de contexte et d'éléments de débat, voire des pistes et des propositions d'action. Du coup, la parole à la salle, est-ce que déjà, a priori, à partir de la première présentation qui a été faite par Vanessa, vous avez quelques réactions, propositions, demandes d'approfondissement sur un ou sur plusieurs sujets ? Personne, donc c'est que Vanessa a dû de ce fait-là être assez parfaite et juste dans le propos qu'elle a. La dernière question est toujours difficile à venir. Je crois qu'on ne peut pas parler de micro. Donc s'il n'y a pas de demande de précision ou de... Ah oui. Oui. S'il n'y a pas de demande de précision, on peut tout à l'heure, s'il y a des questions, revenir après la présentation d'Eva. Donc, il n'y a pas de souci. Mais s'il y en a qui sont pressés, n'hésitez pas à prendre la parole. Si je puis me permettre, je ne sais pas si c'est nécessaire le micro. Allô ? Ah oui, Merci. deux marches. Ah, c'est bon. Merci Vanessa. C'était pas tant pour vous poser une question, mais plus en tant que travailleur social, après près de 30 ans professionnel dans l'éducation spécialisée, une réaction parce que ce que tu as évoqué de certains constats de familles accompagnées peut être choquant. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, d'entendre que des familles se retrouvent parfois après X années toujours dans le besoin et avec une partie justement de leurs besoins répondus et d'autres non, ça m'interpelle, ça me remue. Et je pense que je ne dois pas être le seul parmi mes collègues qui a envie de se dire mais c'est pas forcément comme ça qu'on travaille. Et en même temps, je te remercie parce que ce regard-là, cette focale sur ces familles qui sont peut-être des plus délaissées ou encore en difficulté et en dépit de notre présence, c'est parce qu'on va faire une focale sur ces familles qu'on va permettre aussi le pas de côté pour se remettre en question et continuer à chercher à faire mieux dans notre quotidien. Voilà, c'était beaucoup plus une intervention de ce type. Merci. Il faut vraiment pas prendre mon intervention genre une critique de tout et puis on verra bien et puis je suis toujours admirative du travail que vous faites auprès des familles. Mais ça c'est quelque chose qui m'a frappée et ça frappe aussi d'autres sociologues. Des fois, c'est pas une famille, plusieurs familles qu'on peut rencontrer où il y a un nombre d'intervenants très important autour, donc éducateurs, assistantes sociales, psychologues, etc., vraiment très suivis, et qui vivent dans des conditions de pauvreté qui sont très, très importantes.
Et ce qui est parfois paradoxal, c'est que pour certaines de ces familles, à certains moments de leur trajectoire, pour récupérer l'enfant, il était nécessaire d'avoir un logement qui était adapté à la famille. Mais ces mêmes familles, parfois on les rencontre à d'autres moments de leur trajectoire, elles sont dans un logement insalubre, suivi. Donc du coup, ou des logements où il n'y a pas de toilette, où il n'y a pas... et une recherche de déménagement qui ne se fait pas. Et donc du coup, cette interrogation, mais comment cela est possible? J'ai des pistes, des réponses. Hein. Lorsqu'on voit comment les questions de pauvreté parfois ne font pas vraiment partie du travail pour certains, et du coup, ils ne regardent pas ça. On regarde les relations familiales et on ne porte pas un regard attentif aux conditions de vie. Et je pense que tout est lié. Et du coup, bien évidemment, il faut continuer à regarder la famille dans une approche relationnelle, psychologique, tout ça est important aussi. Mais il faudrait ne pas délaisser le contexte social qui est quand même très important. Oui, Thierry Hainaut, président de l'association Le Regain. Je voudrais revenir sur la première piste que vous avez, placer les familles dans une confédération à plusieurs partenaires. Et je voudrais une petite précision, je voudrais savoir où vous placez justement le travailleur social parmi ces partenaires, en l'occurrence l'éducateur en maison d'enfants. Est-ce que c'est simplement l'un des partenaires ou est-ce qu'il a un autre rôle entre la famille et ses partenaires, d'après vous? Je pense qu'il est important que d'autres institutions voient les familles aussi comme partenaires. Pas justement, pas uniquement avec la présence des éducateurs ou des travailleurs sociaux. Donc je pense que même si sa présence est essentielle, et parfois d'ailleurs c'est lui qui permet cette médiation, je pense beaucoup à l'école, où là, combien d'enquêtés vont dire « mais c'est grâce à l'éducateur que j'ai pu être reçu à l'école et que j'ai pu trouver des solutions ». Mais il serait intéressant que les familles puissent avoir cet accès directement et que l'école puisse... je vois, hein, et puis l'éducation nationale, bon, parfois je viens leur parler aussi, ils sont intéressés, la question se pose. Comment faire avec ces familles avec lesquelles parfois ils n'ont pas l'habitude. Je me souviens d'avoir été à l'école avec une de mes enquêtées, donc je l'ai accompagnée à l'école. Et lorsqu'on s'assoit devant le professeur principal, la première chose qu'il nous dit, c'est « je n'ai pas fait ce métier pour avoir des enfants comme le vôtre », en disant à la mère. « C'est pas mon travail ». Et là, déjà, on se demande, voilà, comment répondre. En même temps, on comprend que cette personne-là, il ne sait pas quoi faire de cet enfant. Mais en même temps, c'est d'une violence au niveau de la famille. Et puis, j'étais là, j'ai pu l'aider, mais voilà, j'ai quand même les codes et ce qui, elle n'a pas. Donc voilà, cette question de ce partenariat où l'école, la crèche, la PMI, un peu moins, mais aussi, donc tout ça fait partie, tout ça construit l'enfant. Et mon idée, et l'idée ici, c'est de dire, c'est pas les parents, c'est pas que les parents. Donc l'enfant aussi est construit ailleurs. Et donc aux institutions de s'interroger aussi ce qu'elles font des enfants, ce qu'elles font des familles. Le chantier est grand. Mais c'est important. Mais bien sûr que travailleurs sociaux, il est aussi un partenaire pour ces familles privilégiées. Et puis, il fait la médiation. Mais il faut qu'on puisse aller au-delà. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, Catherine Durousseau, aide sociale à l'enfance et PMI au département du Nord. Je me pose la question comme Richard, ça me dérange un peu. Je suis un peu dérangée, mais je suis en questionnement. Sur l'articulation que vous pouvez émettre avec la loi, qui axe quand même la priorité sur les besoins fondamentaux de l'enfant, notamment sur une réflexion et un travail qui a fait l'objet d'une formation de tous les cadres en protection de l'enfance au département du Nord, du CREAI, c'est-à-dire d'un référentiel
et d'une évaluation des critères de vulnérabilité et de danger qui fait référence, enfin qui en tout cas est le choix d'un certain nombre de départements sur la politique en protection de l'enfance. Je voudrais avoir votre regard sur l'articulation entre ce que vous nous exposez sur l'évolution de la société, sur la nécessité de prendre en considération les familles, ce qui se fait déjà quand même, mais aussi à le concilier sur le centrage sur l'enfant et des besoins fondamentaux de l'enfant, qui peuvent effectivement, aux yeux de la loi, différer selon les milieux familiaux. Merci. J'ai vu passer quelques référentiels, mais je ne sais pas si c'est exactement celui du CREAI, donc je ne peux pas me prononcer, j'irai regarder. Ce que j'ai vu, c'est qu'on reste quand même très centré sur l'enfant, sur les parents, et les questions souvent très normatives de comment faire. Voilà, il faut avoir ça, ça et ça et ça. Des choses quand même qui sont difficiles et même, je pense, compliquées pour vous de mettre en œuvre sur cette question de besoins de l'enfant. Donc parfois, on a des besoins qui sont plus généraux et qui sont faciles à comprendre. Bien sûr, l'enfant a besoin voilà, qu'on s'occupe de lui, etc. Donc mais parfois, on a des choses en termes d'évaluation qui sont plus pointues et qui, pour moi, posent question. Parce que je ne pense pas qu'elles permettent de mieux comprendre les familles, de voir où elles sont et de pouvoir travailler effectivement avec elles. Donc après, sur la question de l'intérêt de l'enfant, je pense qu'il est à réfléchir aussi. Comment cet intérêt de l'enfant, il est très en lien quand même avec les parents. Et comment je pense que la question, elle est difficile. Moi, parfois, je me demande si l'intérêt de l'enfant, mais c'est qui décide quel est l'intérêt de l'enfant? Donc, ce sont des professionnels, ce sont parfois des chercheurs, certains. Oui, la loi, mais la loi, elle est difficile aussi d'aller dans les détails, dans vos pratiques. Je pense à vos pratiques. Et lorsque un enfant de 3 ans, 4 ans, s'il est plus grand, on peut l'entendre. S'il est plus petit, c'est plus difficile. Donc du coup, jusqu'où on va, voilà, on pense cet intérêt de l'enfant. Et ce que je vois, ce que j'ai vu passer en termes d'évaluation, etc., mon point de vue, il y a de quoi faire. On peut travailler, pas dire on jette tout à la... Non, c'est pas du tout ça. Il y a des choses faites, pensées, etc. Mais je pense qu'il y a encore de l'espace à discussion. Ça serait bien au moins, et qu'on puisse par là mieux comprendre les familles, laisser une souplesse sur certaines choses ou pas, etc. Mais je pense qu'il y a à revoir. Je pense qu'il y a... C'est difficile de parler comme ça dans ce langage sociologique, mais la norme quand même, il faut faire comme ça, comme on le voit à partir de classes moyennes supérieures, voilà. Je pense qu'il faut qu'on puisse mieux réfléchir. Je suis désolée de ne pas être très précise. Oui, bonjour. Tony Grenier, je suis directeur général de l'Audace. Je suis enfant, parent, je fais partie d'une famille, j'ai été à l'école, pas en protection sociale, j'ai été éducateur. Donc quand vous parlez, vous parlez aussi de nous. On parle de nous, parce que nous aussi, on fait famille. Moi, ce qui me dérange un peu dans cette vision-là, et je pense que ça rejoint aussi les difficultés des équipes sur le terrain, avec les familles, avec les enfants, c'est qu'on réfléchit dans l'avoir, on réfléchit dans le besoin. Et là où les équipes ont beaucoup de difficultés, c'est dans le désir de repérer le désir des familles, de repérer jusqu'où on peut aller dans la réponse au désir. Aussi, les équipes, qu'est-ce qu'elles désirent? Il y a un temps, pas si loin, où les équipes créaient de l'attachement avec les enfants et ça servait un peu de levier éducatif. Aujourd'hui,
les équipes ont beaucoup de difficultés à centrer les désirs des gamins sur de l'attachement, sur d'une promotion sociale, parce qu'il y a aussi un foisonnement de désirs. C'est qu'on voudrait tous être footballeurs sans savoir jouer au football, on voudrait tous être informaticiens, riches sans rien faire. Et ça, je pense qu'il y a une vraie crise de comment on fait éducation avec les enfants, avec les parents, parce que parfois les enfants ont des souhaits, des besoins, des désirs plus raisonnables que les parents. Parfois, ils s'en sortent mieux sans les parents, parce que ça aussi, il faut oser le dire. Parce que faire le lien parent-enfant, il y a déjà quelque chose de normatif. On pourrait, et fut un temps, et certains pays le font, créer artificiellement la rupture en disant, de toute façon, les parents, ils sont incapables, donc on va isoler les parents des enfants. Et c'est ce genre de positionnement éthique que l'éducateur a à faire en établissement. Et je pense que il faut aussi qu'on assume le fait que c'est pas seulement une question de besoin, c'est pas une question de ils n'ont pas d'argent, on va leur donner une allocation. Ceux qui ont un peu d'expérience savent qu'effectivement ça suffit pas. Ils vont pas à l'école, donc ils vont aller à l'école, etc., etc. Parce que je pense que c'est un peu une facilité d'aller dans la réponse des besoins. Parce que les besoins, on peut y répondre. On peut faire une liste, on peut faire des croix, on peut faire l'évaluation. Je sais bien que c'est à la mode. Mais travailler sur les prétentions des enfants, les prétentions des familles, c'est plus intéressant et à mon sens, ça va un peu plus en profondeur, mais c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Voilà, merci. Je pense que ça rejoint tout à fait ce que j'essayais de vous dire, dans cette capacité à regarder l'autre, à se mettre à sa place, et là, du coup, à comprendre ses envies, désirs qui parfois semblent un peu bizarres, mais que lorsqu'on les place parfois dans une réalité sociale, etc., on comprend ses envies, on comprend ses désirs. Et là, on est quand même plus armé pour répondre, pour dire oui, pour dire non. Mais je suis d'accord que voilà, il est important de pouvoir voir l'autre et le comprendre. Et pas juste arriver avec des solutions où on voit bien que ça ne marche pas. On voit bien que il y a résistance, il y a acceptation, entre guillemets, il y a, heureusement. Et du coup, voilà, je pense qu'on se rejoint dans ce que... Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une... Oui, j'arrive. Oui, bonjour, Éric Vandoil, donc chargé de développement territorial à l'URIOP. Juste une petite question, pour pas trop alourdir la matinée, parce qu'il y a pas mal de questions, mais personnellement, j'ai trouvé vraiment votre propos très très intéressant et ça renvoie à plein de questionnements. Mais au début de votre propos, vous évoquez le fait de resituer la famille dans un contexte plus large, dans une histoire sociale plus large. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin sur ce point? Oui, c'est tous les débuts de ma présentation et je pense que ça c'est important. Ce qu'on dit aujourd'hui sur ce que vous venez de dire tout à l'heure sur les besoins de l'enfant, sur la place de l'enfant, sur ce qu'on doit apporter à l'enfant, sur ce côté sacralisé de l'enfant aujourd'hui, tout ça c'est une histoire. Tout ça, aujourd'hui, on a du mal. Et puis, dire on va mettre les enfants, on va les éloigner des parents, etc., ça choque aujourd'hui. Pourquoi? Avant, il y a des périodes où ça ne choquait pas, où ça se faisait. Donc, c'est ces besoins de dire, mais où on est dans notre histoire, et on est quand même dans une construction de la famille qui est particulière, où elle a acquis des libertés. Donc, on voit qu'il y a plusieurs configurations.
Et aussi, on voit par certains points les désirs individuels, etc. Donc, elle est plus précaire, elle est plus instable, mais l'enfant est devenu central. Et d'ailleurs, on dit souvent, c'est l'enfant qui fait la famille. Du coup, cette surprésence auprès de l'enfant, cette inquiétude et la question des parents qui sont quand même... et puis la notion de parentalité, elle le dit tout. Elle montre vraiment dans quelle société on vit aujourd'hui. C'est aux parents de s'occuper de leurs enfants et leur réussite, échec lié à eux. Donc c'est pour ça que je voulais placer, je ne sais pas si je réponds, la famille dans ces enjeux-là. C'est quoi la famille aujourd'hui ? Et c'est important pour comprendre où on est quand même dans sa pratique, parce que le lien, il est là. Donc on ne peut pas faire autrement, on est quand même cadré par une histoire et par une situation sociale. Voilà. Merci à... Oui, j'arrive. On va prendre peut-être du coup la dernière question de madame et puis après je vous propose de passer sur la présentation d'Eva qui, vous allez le voir, vient aussi alimenter les premiers débats qu'on a jusqu'à maintenant. Bonjour, donc Aurélie Leclerc, éducatrice spécialisée à la MDS de Saint-Paul, donc à l'aide sociale à l'enfance. Par rapport au contexte social, c'est vrai que voilà, il y a de la précarité, enfin, on essaye de travailler autour de ça, sauf qu'il y a aussi une question de changement, d'habitude, de temps. On parle de 8 ans de placement, effectivement. Enfin, on est rarement dans une levée de placement très rapide. Il y a plein de choses à prendre en compte, mais il y a aussi besoin de temps pour changer et que les familles ne sont pas forcément prêtes à ça au moment T et que c'est peut-être le travail le plus long à faire. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que c'était juste cette observation, mais qu'on avait besoin de temps aussi dans cet accompagnement. Et ce que j'ai essayé, bien sûr que vous avez des injonctions. Il y a des choses, voilà, et que ça vous pousse. Il y a une logique financière, il y a une logique gestionnaire qui est là. On ne peut pas faire autrement. Mais je pense que à partir du moment où on sait pourquoi tout ça, je pense qu'on peut essayer aussi, et puis les enjeux sont aussi ailleurs, essayer de, voilà, jusqu'où on change, jusqu'où on ne change pas, jusqu'où on accepte parce que c'est intéressant pour les parents, pour les familles, pour les enfants, ou jusqu'où on dit stop, on dit non. Moi, par cette dame qui a été suivie pendant 30 ans, elle a eu besoin de 17 ans. C'est après 17 ans qu'elle a récupéré ses 2 enfants. Et contente de l'avoir fait, les enfants contents aussi, c'était très compliqué. Et d'ailleurs, c'est l'article sur les mères, si ça vous intéresse, c'est sa trajectoire. Mais elle a eu besoin de ce temps. Donc, du coup, c'est aussi laisser la porte ouverte. Et parfois, on a besoin, parfois, c'est trop. Je vois des familles que je ne comprends pas pourquoi et elles ne comprennent pas. Et il y a eu les moments, je pense que parfois c'est difficile pour l'institution de dire c'est bon, on coupe, c'est fini. Ou voilà, elle était très contente, ça l'a beaucoup aidé, mais on dirait que ça va trop loin. Il y a un moment où il faut arrêter. Du coup, parfois, voilà, il y a des cas où on comprend le temps. Parfois, peut-être on peut, et ça serait intéressant pour les familles que ça soit plus court. Voilà, mais que vous puissiez à choisir et pas que ça soit une seule logique imposée.